Au menu de cette édition, le Mali et l'Iran dans la perspective de dynamiser les relations économiques et commerciales. La commission mixte de coopération chargée de tracer la voie tient depuis ce matin la toute première session. Les travaux sont présidés par le ministre en charge de la coopération internationale Abdoulaye Diop et son homologue iranien. Rencontre autour du document de politique nationale de sécurité et santé au travail. Il s'agit pour les acteurs concernés de valider le document afin de mener des actions concrètes dans le domaine de la prévention des risques professionnels. Les nouveaux bacheliers commencent à recevoir leur attestation. Le temps a été donné aujourd'hui par le ministre de l'Éducation nationale et honneur revient aux 10 premiers de cette session 2022. Le trafic illicite des biens archéologiques et ethnologiques du Mali, une préoccupation pour le Mali et les États-Unis. Les deux pays viennent de signer un accord pour stopper la pratique. Vous êtes nombreux à nous regarder à travers le monde. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce journal. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu cet après-midi en audience le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran à la tête d'une forte délégation. La chef de la diplomatie iranienne est venue faire le compte-rendu de ce qui a été convenu entre les deux pays en matière de coopération bilatérale suite à la rencontre de la commission mixte de coopération Mali-Iran. Écoutons Husseini Amir, ministre iranien des Affaires étrangères au micro de Sira Bachili. Nous avons présenté un compte-rendu de ce qu'on a fait pendant la commission mixte TONU pour les deux pays à Bamako. Nous avons parlé sur une coopération tous azimuts dans tous les domaines entre la République islamique d'Iran et la République du Mali. Nous sommes du même avis sur les coopérations dans le domaine scientifique, technologique, agriculture et bien sûr économique. Et également le dossier de coopération dans le domaine sécuritaire et de la lutte contre le terrorisme, c'est l'un des sujets sur lesquels on a parlé et nous sommes d'accord. En ce qui concerne la feuille de route des relations entre les deux pays, l'itinéraire que nous devrions suivre, le président du gouvernement de la transition de votre pays a mis l'accent lui-même sur la concrétisation des résultats tenus lors de la commission mixte entre les deux pays. Qu'est-ce qui va être fait concrètement entre le Mali et l'Iran en matière de coopération bilatérale? L'échange des délégations sera accru entre les deux côtés et grâce à une accélération au niveau de la concrétisation, nous cherchons à donner la naissance de nouveaux projets véritablement entre les deux pays. L'un des sujets importants qui va être poursuivi, c'est le transfert de la technologie au Mali. Grâce à Dieu, je suis sûr que le peuple malien sera témoin d'une bonne accélération et d'un bon progrès des rapports bilatéraux. Quel a été le message du président de la transition? Lui-même, il a soutenu fermement les accords jusqu'à maintenant qui a été fait entre les deux pays. Il nous a demandé, les deux tous, de poursuivre sérieusement ce que nous avons dit. Nous sommes sûrs que grâce à la volonté et l'esprit de résistance et d'indépendance que nous voyons parmi le peuple malien, bien sûr, vous aurez la victoire contre les défis en face de vous.
Voilà, à l'instant, le chef de la diplomatie iranienne, il était au micro de Sira Bachili. Avant cette rencontre à Koulouba, le cadre de partenariat créé entre le Mali et la République islamique d'Iran a tenu sa première session. Les travaux ont été lancés ce mardi par le ministre en charge de la coopération internationale Abdoulaye Diop en présence de son homologue iranien. Une rencontre élargie aux opérateurs économiques maliens et iraniens. Salim Atandao. Un nouveau schéma plus ambitieux se dessine pour les relations entre le Mali et la République islamique d'Iran. Les deux pays tiennent la toute première session de leur commission mixte de coopération, un cadre de concertation initié pour développer des politiques de partenariat féconds. Cette première rencontre a permis aux participants de recenser les secteurs porteurs. Pour la relance des relations de partenariat, l'Iran vise haut. Le pays est prêt à coopérer dans plusieurs domaines. Nous assistions aujourd'hui à la tenue de la première session de cette commission en vue d'accélérer les coopérations entre les secteurs privés et secteur public dans le domaine de la technologie, de l'industrie, de la santé et du commerce. Pour sa part, le ministre Diop se réjouit de l'opportunité qu'offre l'Iran au Mali à exploiter ses potentialités et tirer le meilleur profit d'elle. Cette rencontre inaugurale d'une nouvelle étape sur le chemin du renforcement de la coopération nous offre le cadre idéal pour évaluer le chemin parcouru en matière de développement des relations entre nos deux pays, mais aussi pour élargir les domaines de ce partenariat. À ce titre, je tiens à saluer le travail remarquable accompli par nos experts, dont les conclusions, je voudrais m'en féliciter, nous permettront de renforcer les acquis, mais aussi de réaliser les projets relevant des domaines prioritaires comme la santé, l'agriculture, les infrastructures, l'ingénierie, les mines et l'enseignement supérieur. Le Mali est reconnaissant envers le peuple iranien et fonde beaucoup d'espoir sur cette relation d'amitié qui fait peau neuve. Nous souhaitons, au sortir de cet événement, comme nous l'avons indiqué ce matin, que l'accent soit mis sur la mise en œuvre. La mise en œuvre et la mise en œuvre. Parce que, à mon avis, c'est ça le plus important. Quels que soient nos plans, si nous ne sommes pas en mesure de délivrer sur ces plans, je pense que nous aurons failli. Et je sais que ce que nous avons est réaliste. Est réalisable, faisable et pragmatique. Donc, je souhaite vraiment que nos équipes se mettent au travail. À l'issue de cette première session, les deux parties ont signé l'accord instituant le comité de suivi des décisions et recommandations de la commission mixte de coopération Mali-Iran. La délégation iranienne n'est pas venue les mains vides au Mali. Le ministre Abdoulaye Diop a reçu 5 000 doses de vaccins anti-Covid des mains de son homologue iranien. C'est la première tranche de 1 million de doses qu'offre l'Iran à notre pays. Après le démarrage de cette session, la forte délégation iranienne qui séjourne au Mali a rencontré les représentants du secteur privé malien, une mise en relation qui pourra aboutir à des actions concrètes. Salim Atandao. Le secteur privé est maillon essentiel du développement économique de tout pays. En marge des travaux de la commission mixte de coopération Mali-Iran, les conditions ont été créées pour mettre en relation les entrepreneurs maliens et iraniens. Une trentaine d'opérateurs iraniens ont effectué le déplacement. Grande délégation composée par différents organes et sociétés privées iraniennes, des commerçants qui sont intéressés d'augmenter le niveau des relations sont ici présents. Ils sont venus avec beaucoup de joie. Ils se sont donné beaucoup de peine pour arriver ici. J'espère que le fruit de notre voyage et notre visite, ça sera un fruit dans le sens de l'intérêt des deux pays. L'Iran a les moyens et le Mali les avantages naturels. Un beau partenariat est possible, c'est la conviction du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. C'est la même vision que nous avons eu à partager hier. Ils sont prêts à investir dans beaucoup de secteurs, l'énergie, l'élevage, les infrastructures, et puis même fournir aussi pour l'instant
les produits de première nécessité, tels que les riz, l'huile alimentaire, le blé, les engrais. Ils sont disposés vraiment aujourd'hui, voir dans quelle mesure on peut rehausser cette relation économique et commerciale entre l'Iran et le Mali. C'est le lieu d'exhorter les opérateurs économiques du Mali, présents en grand nombre dans cette salle, et aussi des opérateurs économiques iraniens également présents en grand nombre, à nouer un partenariat gagnant-gagnant, tout en mettant en place des mécanismes efficaces pour exploiter à hauteur de souhait les ressources disponibles dans les domaines prioritaires identifiés par nos deux pays, et nos gouvernements doivent créer tous les cadres incitatifs juridiques, légaux et financiers pour pouvoir les accompagner à réaliser leurs rêves au bénéfice de nos deux peuples. Les Iraniens sont invités à prendre part massivement à la foire exposition de Bamako-FEBAC qui aura lieu en décembre prochain. Un point de presse a mis fin à cette première session de la commission mixte de coopération Mali-Iran. Atelier d'échange interparti pour l'appropriation sur les innovations majeures et modifications apportées à la loi électorale. La rencontre est organisée par le Centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie en partenariat avec NDI. Valentin Roger Diallo. La nouvelle loi électorale est une opportunité pour le Mali d'organiser des élections crédibles et consensuelles à travers un environnement politique plus apaisé. Et c'est pour saisir cette opportunité que le Centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie s'est assigné comme tâche d'informer les partis politiques sur le contenu de la nouvelle loi électorale. Le Centre met l'accent sur les innovations majeures et les améliorations. L'adoption par le Conseil national de la transition de la loi électorale numéro 2022 019 du 24 juin 2022 nous offre l'opportunité de contribuer à la réflexion sur cette réforme afin de nous en approprier. La pertinence du thème qui nous réunit ce matin n'est plus à évoquer tant il représente une question majeure. Cette rencontre, selon l'Institut national démocratique, est un appui aux autorités de la transition dans le processus de la refondation de l'État. J'ai nommé le CNT, le gouvernement et à travers le gouvernement les 3 ministères clés impliqués dans la réforme électorale. Nous considérons la démocratie comme une longue marche qui nécessite un engagement de tout le monde et au quotidien. C'est une bonne contribution pour permettre d'assurer les élections transparentes, crédibles et apaisées que nous saluons. Je vous invite à accorder une attention particulière à ces échanges pour améliorer vos connaissances en vue de relayer la bonne information à vos militants. À la fin des travaux, des propositions sont attendues afin d'améliorer la nouvelle loi électorale et d'organiser des élections crédibles au Mali. Dans le cadre de sa rencontre périodique avec les Maliens établis au Nigeria, l'ambassadeur et représentant permanent Moustapha Traoré a échangé avec ses compatriotes sur la situation sociopolitique et sécuritaire du Mali. À l'issue de la rencontre, les participants se sont dit satisfaits de cette séance d'information. Amadou Sankari. En venant à la rencontre de l'ambassadeur représentant permanent, les Maliens établis au Nigeria sont venus à la recherche de la bonne information, de l'information fiable. C'est ainsi que la rencontre d'échange a passé en revue des questions relatives à l'organisation des élections générales, avec en ligne de mire les différentes réformes politiques et institutionnelles, mais également la situation sécuritaire marquée par la montée en puissance des forces armées et de sécurité maliennes. Une situation dont se réjouissent nos compatriotes. Une très bonne chose. Nous nous réjouissons de ce que l'ambassadeur ait organisé cette rencontre. Et nous rendons grâce à Dieu et prions pour la paix et la stabilité au Mali. Vraiment, exhortons les autorités à tout mettre en œuvre afin que ce vent nouveau qui s'est levé sur le Mali, le soleil de la souveraineté est retrouvé, de la confiance. Vraiment, nous sommes très heureux. En ce moment, il y a beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Les gens parlent, ce n'est pas vrai. Mais depuis qu'on est venu ici aujourd'hui, on a tout compris.
Quant à l'ambassadeur, il apprécie la disponibilité de nos compatriotes. C'est une communauté assez soudée qui a souci du pays et qui vient à l'information à chaque fois qu'il y a besoin et qui cherche aussi à apporter sa petite contribution, modeste soit-elle, à l'édification de toute la nation. Dans les tout prochains jours, les Maliens établis au Nigeria entendent relayer les différentes informations reçues au sein de l'ensemble de la communauté malienne vivant au Nigeria. Visite de l'ambassadeur du Qatar au Mali auprès des autorités de la région de Taoudéni, la coopération culturelle autour des manuscrits anciens, la sécurité et le développement étaient les maîtres mots de la rencontre. Chirfi Moulaedra. Sécurité, éducation, santé, bref, l'opérationnalisation de la 9e région administrative du Mali, Taoudéni, était au centre des échanges entre l'ambassadeur du Qatar et les autorités de la région. La présente visite a permis aux diplomates qataris de mieux cerner les besoins de la région pour apporter le soutien de son pays. Les autorités ici nous ont édifiés sur beaucoup de questions. La question sécuritaire, la question de la santé, la question de l'éducation, vu l'excellente relation qui existe entre l'État du Qatar et le Mali, nous allons matérialiser certains accords qui ont été déjà signés, y compris dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine humanitaire aussi. Nous, on a un grand espoir parce qu'il a donné beaucoup de promesses que le Qatar qu'il doit avoir les autorités qatariennes avec les autorités maliennes pour tout ce qu'ils sont capables de les faire, non seulement au niveau de la région de Taoudéni, même au niveau des autres régions. Donc il y a beaucoup de promesses et je pense que nous, on a un grand espoir que, vu les relations entre les deux pays, que je pense que le Qatar est un pays qui est en train d'aider beaucoup de pays. Et le Mali se trouve dans une situation aujourd'hui, c'est besoin de l'aide de tout le monde. Selon l'ambassade du Qatar, les musées de son pays sont beaucoup intéressés par les manuscrits anciens du Mali. Aux diplomates d'ajouter qu'une rencontre aura lieu très prochainement sur la question entre Maliens et Qataris. Cérémonie d'ouverture de l'atelier national tripartite de validation du document de politique nationale de sécurité et santé au travail. La cérémonie était présidée par le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Le point avec Fantama Magnantao. La présente rencontre est de présenter aux partenaires sociaux et aux différentes parties prenantes du monde du travail le contenu du document de politique nationale de sécurité et santé au travail et du programme national de sécurité et santé au travail 2022-2027. Le but est d'obtenir d'une part la validation et recueillir éventuellement des orientations pour l'amélioration de ce contenu avant soumission au processus d'adoption par le gouvernement. La validation par les mandats tripartites permettra à l'État de s'engager véritablement dans une logique de gestion systématique et intégrée du processus d'amélioration continue du bien-être au travail. Le ministre de la Santé et du Développement social compte sur les acteurs pour la bonne validation du document de politique nationale de sécurité et la santé au travail. Je suis vraiment sûr qu'un document formidable va sortir de cet atelier, vu toute l'assistance, j'ai vu la composition. J'ai vraiment confiance en tout le monde et je voudrais compter sur la qualité de vos travaux. Après cet atelier, il s'agira pour nous d'assurer la mise en œuvre effective de ce qui va sortir de là. Le gouvernement du Mali est résolument engagé pour l'amélioration des conditions de travail, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Ma collègue de la santé a eu à le dire que ça ne sert à rien d'élaborer un document de politique et d'élaborer un programme si on ne fait pas sa mise en œuvre effective pour avoir les résultats escomptés. Et les résultats escomptés pour nous, c'est l'amélioration des conditions de vie, des conditions de travail des travailleurs. Cet atelier de 3 jours est mis en œuvre grâce à l'appui technique et financier du Bureau international du travail. Cet organisme continue d'apporter son soutien à notre pays depuis son accession à la souveraineté internationale. Les nouveaux bacheliers commencent à recevoir leur attestation. Le ton a été donné aujourd'hui par le ministre de l'Éducation nationale et l'honneur est fait d'abord aux 10 premiers de cette session de 2022. Fadima Keita. C'est un honneur et un privilège pour les 10 lauréats du baccalauréat 2022 de recevoir leur attestation des mains de la ministre de l'Éducation nationale. La remise
est un geste d'encouragement, de félicitations des admis, mais aussi des parents, du corps professoral et administratif des établissements respectifs. Nous avons voulu marquer cette journée, vous recevoir avec le plaisir que j'ai exprimé tout à l'heure avec vos parents, vous féliciter et vous demander d'être les coachs pour ceux qui sont derrière vous, pour ceux qui vont venir, vos jeunes frères, vos jeunes sœurs, mais aussi pour vos camarades qui n'ont pas eu la chance de passer cette année. Au-delà, l'acte répond à une ambition, car il doit pallier le retard jadis constaté dans les inscriptions. Il y a un certain nombre d'années, nous assistons malheureusement, pour ce qui concerne nos enfants, nos bacheliers, ils sont toujours obligés de perdre l'année de leur réussite au bac et de ne pouvoir s'inscrire qu'un an après. Pour la plupart, c'était ça. Donc ça aussi, ça faisait partie de nos objectifs et nous avons voulu relever ce défi-là. Les lauréats, accompagnés par leurs parents et représentants des établissements, se disent honorés. Je ressens le respect et je suis content aussi. Et je remercie le ministère de l'Éducation pour la considération. Les camarades recalés, mon conseil pour eux, c'est de ne pas baisser le bras et surtout de se concentrer sur les études. Seules les études payent. La plupart des 10 lauréats du baccalauréat 2022 sont de la série Sciences Exactes. Surprenant, c'est également eux qui ont la meilleure note en philosophie, en français et en anglais. Le trafic illicite des biens archéologiques et ethnologiques du Mali, une préoccupation pour le Mali et les États-Unis. Les deux pays viennent de signer un accord pour stopper la pratique. Alpha Maïga. Des signatures sont ainsi apposées sur ces documents. Il s'agit de celles du ministre en charge de la culture et l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Mali. C'est pour sceller l'imposition de restitution à l'importation de certaines catégories de biens archéologiques en provenance du Mali. Le Mali était le premier pays africain d'entrer dans un accord pour la préservation de leur histoire, de leur culture. Pour nous, la culture, c'est une pièce de la stratégie nationale contre l'extrémisme, contre violence. J'invite les jeunes, particulièrement, à venir se réapproprier les biens culturels issus du pillage et du trafic illicite, car générés par le génie de leurs ancêtres, et ils font partie intégrante de l'héritage par eux légué. Cet accord est un accord renouvelé, c'est la 7e fois, et cela en raison de son impact dans le cadre de la lutte contre le pillage des biens culturels. Le renouvellement de l'accord est ainsi couplé avec une exposition. C'est quelques gestes justement qui marquent le lancement virtuel de l'exposition. Le gouvernement des États-Unis d'Amérique montre toute sa détermination à conserver et à promouvoir le patrimoine culturel au Mali en général et le retour des biens culturels dans leur pays d'origine en particulier. Car, tout simplement, ces biens culturels constituent notre âme et nos sentiments identitaires. Ce partenariat, c'est très important. C'est important parce que je pense pour tous les Maliens d'avoir une connaissance de leur histoire, de la culture ancienne, mais aussi vivante, pour créer un pays plus stable. Ici, les objets archéologiques saisis par la douane américaine et retournés sont ainsi exposés et visités par les autorités et le public. Il faut le dire, l'assistance culturelle du gouvernement des États-Unis d'Amérique est conçue pour promouvoir l'héritage culturel du Mali. Cérémonie de remise symbolique des insignes et attestations aux légitimités traditionnelles de Dioïla, conformément aux vœux des autorités de la transition. Le chef de l'exécutif régional a profité de la même occasion pour faire la restitution de la rencontre avec le président de la transition, Daniel Fomba. C'est en présence de l'ensemble des forces vives du Baniko que le gouverneur de la région de Douala, Abdallah Faskoui, a procédé à la remise symbolique de 16 insignes et attestations à certains chefs de village conformément à la volonté des autorités de la transition. Le porte-parole des légitimités traditionnelles n'a pas caché sa fierté. Nous sommes très contents de recevoir ces insignes. Nous n'allons pas faire de ces insignes des colliers. Nous allons travailler en conséquence, car c'est une confiance qu'on nous a placée.
Le gouverneur de région, après avoir remis symboliquement des insignes, a prodigué quelques conseils. Les distinctions, ça se mérite. Et le mérite passe par d'abord la conduite que vous devrez avoir désormais par rapport à votre fonction d'autorité traditionnelle. Ensuite, les insignes, les signes de l'État que vous avez, notamment les drapeaux, le drapeau a ses règles de conservation, d'utilisation. Il faut que cela soit respecté également. Abdallah Faskoui a également profité de l'occasion pour faire la restitution de la rencontre des gouverneurs avec le président de la République. Après ma rencontre, bien sûr, avec le président de la transition, nous avons évoqué un certain nombre d'aspects, notamment sur le fonctionnement de nos services, ensuite l'état de nos services sociaux de base et la situation sécuritaire. Il est à noter que les couleurs nationales flotteront désormais sur les vestibules des chefs de village. 6 milliards de francs CFA, tel est le coût du projet Dambé où les communautés engagées pour renforcer la dignité des Maliennes. Ce programme de 4 années vise à accroître significativement les niveaux d'accès des femmes et des adolescentes aux services de santé dans 4 districts sanitaires. Batraouri. Le projet Dambé, c'est l'initiative des communautés qui s'engagent pour renforcer la dignité de l'adolescente et de la femme malienne. L'objectif est d'accompagner ces dernières dans l'exercice de leurs droits en leur assurant un meilleur accès aux services de santé adaptés et à une vie sans violence basée sur le genre. La rencontre du jour vise à valider le plan de mise en œuvre du dit projet. Le projet vient en appui au système étatique. Donc on va venir soutenir les systèmes du secteur de la santé, du développement social et de la promotion de la femme pour que vraiment on puisse amener les services de santé sexuelle et reproductive au niveau des formations sanitaires et qu'on puisse faire de la promotion de l'égalité genre et qu'on puisse faire de la prévention de la violence basée sur les genres. Le projet Dambé est financé par l'ambassade du Canada pour un montant de 12 millions de dollars canadiens, soit environ 6 milliards de francs CFA. Il est mis en œuvre par un consortium comprenant l'International Medical Corps et Santé Monde. Au cours de cet atelier, vous allez vérifier si la logique d'intervention du projet, les stratégies et activités compilées par le consortium reflètent ce que vous avez fait à Ségou et ainsi valider les plans de mise en œuvre avant son envoi aux bailleurs. Durant ces 4 années, le projet Dambé appuiera près de 476 000 personnes, dont près de 102 000 adolescentes âgées de 10 à 14 ans et plus de 373 000 femmes âgées de 15 à 49 ans. Il permettra de renforcer les capacités d'au moins 900 acteurs du système de santé, de la promotion et la protection des femmes, dont 400 femmes. Après la validation de son plan d'action, le projet Dambé sera exécuté pendant 4 années dans les districts sanitaires de Bougouni, Koutiala, Toumnia et Baraouli. Les risques et les modes d'alerte traditionnels, les sujets au centre d'un atelier que Bamako abrite. Il est organisé par la Direction générale de la protection civile dans le but d'informer et sensibiliser les communautés sur les risques et catastrophes des effets du changement climatique. Anchata Koulibaly. Nous sommes en période d'hivernage. Les catastrophes et les risques naturels sont enregistrés presque à tous les niveaux. Et c'est bien dans ce contexte que se tiennent ces travaux de 2 jours. Les activités sont organisées par la Direction générale de la protection civile avec le concours de ses partenaires. L'atelier est basé sur les modes d'alerte traditionnels. C'est pour mettre en valeur nos connaissances empiriques sur la tradition et comment est-ce que vraiment les alertes se font dans le milieu traditionnel, le mettre avec nos modes modernes et voir ce que ça peut donner. À l'issue de cet atelier, d'avoir un document bien fourni sur les 2 modes d'alerte jumelés pour qu'on puisse quand même travailler ensemble. L'atelier s'inscrit dans le cadre du projet Hydromètre Mali, un projet initié par le gouvernement du Mali et financé par la Banque mondiale. Nous sommes là pour appuyer tout ce qui est hydraulique, pour réduire tout ce qui est catastrophe climatique pour faire face aux effets néfastes du changement climatique au Mali. Nous avons une équation. Le risque, ce n'est autre chose que la vulnérabilité
multiplié par l'occurrence sur la capacité. Je voudrais que cet atelier serve d'occasion pour tout le monde, pour échanger les expériences. Les documents qui sera élaboré au cours de ces 2 jours de travaux sera remis aux autorités afin de permettre aux soldats du feu et la population de mener à bien leur mission. Le renouvellement des différents bureaux des coopératives des producteurs de coton débute ce mercredi 24 août 2022 dans les zones CMDT et OHVN. Les écoles, les centres d'alphabétisation ou autres lieux habituels de réunion des coopératives sont retenus comme bureaux de vote pour cette première phase qui dure 6 jours. Pour plus de détails, écoutons le mandataire judiciaire de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton, Souleymane Fomba, au micro de Doukoufana Traoré. Nous entamons la dernière ligne droite. Les élections à la base vont commencer effectivement le 24 août pour se terminer le 30. Donc c'est les coopératives de cotonculteurs à la base qui vont choisir les membres de leur bureau. Un président, un trésorier et un secrétaire, plus la commission de surveillance. Donc nous appelons tous les cotonculteurs à sortir massivement et dans le calme à aller voter, à choisir les hommes qu'ils connaissent bien et qui sont dignes de leur confiance. Cette fois-ci, il n'y aura pas quelqu'un de l'extérieur qui viendra dans leur village voter. Ce sera uniquement les cotonculteurs qui sont inscrits dans les registres et qui porteront leur choix sur les hommes auxquels ils ont confiance. Pour plus de transparence, ce sont les chefs des villages qui vont présider les élections à la base. La transition au Mali ici a conféré aux autorités traditionnelles, notamment les chefs des villages, une place qu'ils n'avaient jamais eue dans l'histoire du Mali. Donc aujourd'hui, les chefs des villages sont les dignes représentants du pouvoir central et ils sont donc au-dessus de la mêlée. Donc nous invitons les chefs des villages à jouer leur partition, à bien superviser ces élections, à jouer leur rôle d'impartialité et de neutralité et à donner les conseils nécessaires. Plan international Mali célèbre la journée internationale de la jeunesse. L'organisation vient de signer un contrat avec les bénéficiaires du concours qui vise à mettre en place un mécanisme permettant aux jeunes de s'épanouir. Anchata Koulibaly. Les jeunes jouent un rôle de premier plan dans tous les secteurs socio-économiques, politiques et administratifs. C'est dans ce contexte que le Plan international Mali a lancé ce concours Youth Challenge Fund pour permettre aux jeunes de s'épanouir. Il est mis à la disposition des lauréats un financement de 5 000 €, soit l'équivalent de 3 300 000. Au niveau du Mali, ils sont au nombre de 6 organisations de jeunes. Nous envisageons de mettre en œuvre d'autres projets, notamment un projet Youth Challenge Fund Made in Mali. Les bénéficiaires de cette 2e édition, au nombre de 6, viennent de signer un contrat avec le Plan international Mali afin de développer leurs projets. À travers ce financement, ce sont non seulement les solutions que nous visons, mais aussi le renforcement des capacités de ces organisations. Le seul conseil que nous avons à l'endroit des lauréats, c'est de pouvoir profiter de cette occasion pour pouvoir grandir en termes de capacité. Non seulement, disons, bien mettre en œuvre le projet, mais en profiter aussi pour régler leurs problèmes de capacité. Là où on n'a pas de papier, il faut essayer d'aller chercher les papiers pour que, à la fin de ce projet, elles puissent aspirer à des financements auprès d'autres organisations. Je suis très heureuse et je vois l'opportunité de réaliser quelque chose qui me tenait à cœur depuis pas mal de temps déjà. La cérémonie s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse, axée sur le thème « Créons un monde pour tous les âges, faisons de la solidarité intergénérationnelle une réalité ». Plus de 104 millions de francs CFA, c'est le coût de réalisation des adductions d'eau sommaire avec des bornes fontaines et des cabines de latrines. Les populations bénéficiaires sont celles du cercle de Kenyeba et Kai. Le geste est financé par l'UNICEF avec l'appui du Japon. Benoro Fofana. C'est dans une ambiance festive que les populations bénéficiaires ont réceptionné à Sitakili, Kenyeba et Tabakoto dans le cercle de Kenyeba 3 adductions d'eau sommaire avec des bornes fontaines pour les écoles, les communautés,
avec la connexion du CESCOM de Kenyé-Kenyéba au réseau d'adduction d'eau. 6 blocs de cabines de latrines réalisés et 15 autres cabines de latrines réhabilitées dans les écoles de Tabakoto et Sitakili. Nous disons merci à l'UNICEF. Un appel à lancer à la population. Quand un bailleur donne quelque chose, il faut qu'il y ait l'entretien. Les réalisations ont été faites sur la base des normes. Avec le partenaire financier, nous avons visité les infrastructures. Nous sommes vraiment satisfaits. Après l'étape du cercle de Kenyéba, cette fois-ci dans le cercle de Kaïa, commune rurale de Sadiola, le village de Tintiba a reçu une adduction d'eau sous mer avec 3 bonnes fontaines, dont 2 pour la communauté, une bonne fontaine et un bloc de 3 cabines de latrines pour l'école. Et le village de Djirola a réceptionné à son tour une adduction d'eau sous mer avec 3 bonnes fontaines. Nous remercions infiniment l'UNICEF pour cette donation, car auparavant, nous parcourions des kilomètres nuit et jour à la recherche de l'eau. On ne peut dire que ces ouvrages, ça va en droite ligne avec la politique de l'État en matière d'approvisionnement en eau potable. Rappelons que pour une population bénéficiaire de 4 960 personnes, ce projet d'urgence d'amélioration de l'accès aux services d'eau, d'assainissement et d'hygiène pour les femmes et les enfants de la région de Kaïa a été financé à plus de 104 millions de francs CFA par l'UNICEF avec l'appui du Japon. Nous restons à l'intérieur du pays. Lancement des activités du projet de renforcement de la protection du relèvement économique des femmes affectées par les conflits financés par UNIFEM à plus de 500 millions de francs CFA. Le projet interviendra uniquement dans la commune d'Ansongo pour une durée de 7 mois. Sambaré Aïdra. C'est à travers un atelier de présentation du projet aux autorités locales et aux populations bénéficiaires que le consortium EAVS Nova Mali a démarré les activités du projet renforcement de la protection et du relèvement économique des femmes, filles et de leurs communautés affectées par les conflits dans un contexte de Covid-19. Nous savons qu'aujourd'hui, avec le contexte actuel et la crise que nous vivons aujourd'hui, les violences basées sur les genres se multiplient de jour en jour avec l'agrandissement de l'insécurité. Nous comptons vraiment aller au fond de la commune d'Ansongo pour pouvoir travailler directement avec les victimes de VBG et voir dans quelle mesure nous pouvons les assister et les accompagner. La mise en œuvre du projet permettra à coup sûr de soulager les bénéficiaires qui se réjouissent déjà de l'initiative du consortium. Un sentiment de reconnaissance et un sentiment de remerciement parce que cet appui est venu à point nommé. Vu l'impact de la Covid-19, vu l'insécurité. Nous allons accompagner le consortium dans la mise en œuvre des activités de ce projet en sensibilisant les populations pour la protection des femmes, Inch'Allah. Quant aux autorités administratives, elles disent être disponibles pour soutenir la mise en œuvre des activités du projet. Je donne l'assurance, ici et maintenant, que les autorités administratives, politiques et religieuses ne ménageront aucun effort pour apporter l'appui nécessaire à la réussite de ces projets. Des recommandations telles que la création d'une synergie d'action entre les ONG œuvrant dans le même domaine ou encore la mise en place d'un comité de suivi local pour l'évaluation des impacts du projet ont mis fin aux travaux de lancement de ce projet à Ansongo. Rencontre du comité de pilotage au compte du premier semestre du projet de gestion et de coordination des personnes déplacées de la région de Mopti. Au cours de cette session, les informations ont été bien sûr partagées en vue d'une synergie d'action des acteurs et partenaires financiers pour faire face aux défis. Daouda Diakité. Le projet de gestion des personnes déplacées internes de la région de Mopti, fruit du partenariat entre le gouvernement et l'UNHCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, vise l'amélioration des conditions de vie des populations contraintes au déplacement du fait de la crise. Cette réunion du premier semestre du comité de pilotage planche sur, entre autres préoccupations. Selon le rapport du DTM, le nombre total de populations déplacées internes dans la région de Mopti, Badiangra et Douaza était de 163 496 individus. Ce nombre a fait passer entre janvier et juillet 2022 à 189 356 personnes, soit une augmentation de 25 860 individus. Ainsi, pour répondre aux besoins des personnes déplacées internes en situation de vulnérabilité, acteurs étatiques et partenaires humanitaires doivent œuvrer en synergie.
C'est pour faire face à de tels défis qu'est intervenu l'accord de partenariat signé entre la Direction nationale du développement social et de l'économie solidaire et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour la mise en œuvre du projet intitulé Gestion et coordination des sites des populations déplacées dans la région de Gao, Mopti, Ségou et Bamako. Le comité a été informé de la diligence du processus d'acquisition d'une parcelle devant servir de site officiel localisé dans la commune rurale de Sokoura. Point Covid du jour avant de fermer cette édition. Les services de santé ont enregistré un nouveau cas positif sur 828 tests réalisés, 0 patient guéri et 0 décès. À ce jour, 12 patients sont sous traitement. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous protège.